C'est bon du coup, Bruno? Oui, Ok. Bon, bah, merci. Donc, bonjour à toutes et à tous, et à ceux que j'ai pas encore vus. Donc, bienvenue donc, pour cette quatrième séance de Journal Club. Aujourd'hui, ça va être un petit peu plus rapide que d'habitude parce que comme il y a la formation, la journée d'échange en visio de l'OFB, je vais essayer de finir à l'heure, donc c'est-à-dire vers 9h45. Donc, j'ai prévu un petit peu moins que d'habitude. Après, ça n'empêche pas, il faut pas hésiter à intervenir, hein, si vous avez des questions ou des remarques. Ça me fera toujours plaisir. Alors, que je commence. Donc aujourd'hui, voilà, on va parler du matelas alluvial. Donc c'est un petit peu dans la continuité du dernier Journal Club sur la restauration de la séquence Radimouille. Aujourd'hui, on va surtout essayer de se focaliser sur vraiment le substrat, comment il est construit et quelles sont les grosses caractéristiques du matelas alluvial pour nos petits cours d'eau ici en Bretagne, enfin en Ille-et-Vilaine plutôt. Donc là, déjà par définition, en fait, pour être assez clair sur les termes qu'on va employer là dans le Journal Club, quand on entend matelas alluvial, en fait, le matelas alluvial, par définition, c'est ce qui correspond à l'épaisseur de l'ensemble des sédiments qui constituent le substrat du lit du cours d'eau. Donc en fait, au-dessus, là, vous avez l'eau en surface qui coule, et dessous, souvent, c'est la roche-mère ou de l'argile. Et en fait, ce matelas alluvial-là, il est séparé en plusieurs couches. On a d'abord la couche d'armure, la plus superficielle en fait, et elle correspond donc à la couche de surface. Et souvent, sa granulométrie, elle est beaucoup plus grossière parce que cette granulométrie-là, elle est exposée aux contraintes hydrauliques, en fait, à la force de l'eau. Et cette force-là, elle va transporter les sédiments qui sont les plus fins. Et en dessous, vous avez donc la sous-couche. Et cette sous-couche-là, c'est ce qui correspond à la couche de granulométrie du coup la plus profonde, donc sous la couche d'armure. Et elle a aussi des matériaux plus fins parce que ces matériaux-là sont protégés par cette couche solide d'armure. Et enfin, un dernier petit point, il y a ce qu'on appelle la fraction héritée. Alors, c'est une fraction qui n'est pas comprise souvent dans l'étude granulométrique, mais je voulais juste vous la remettre ici. En fait, vous pouvez observer des fois des gros blocs qui ne sont pas mobiles et qui sont souvent hérités de la dernière ère glaciaire. C'était un moment où les débits étaient plus importants, ou alors par chez nous, où la mer était présente. Et ça représente vraiment la part très grossière de la granulométrie des cours d'eau. Donc en fait, pour cette formation-là du matelas alluvial, il y a un point qui est hyper important et qui va régir pas mal de variables de réponse, c'est le tri granulométrique. En fait, ça a vraiment un rôle clé dans l'assemblage des gammes du substrat dans le fond du lit. Donc par définition, en fait, le tri granulométrique, c'est un phénomène qui va traduire les interactions au sein des différentes classes granulométriques et leur distribution spatiale. Alors ce tri granulométrique-là, il peut se produire à la fois longitudinalement, donc sur les grands bassins versants, vous savez qu'un peu dans la théorie, l'amont des BV, c'est souvent les zones d'érosion, et l'aval, ça va être les zones de dépôt. Donc ça, c'est la dimension longitudinale. On a aussi un phénomène de tri granulométrique latéral. Donc ça, c'est la petite photo que vous voyez à gauche. Souvent en milieu de chenal, enfin du moins à l'endroit où le courant est le plus fort, on a les cailloux les plus grossiers. Et plus on s'éloigne de cette zone où le courant est fort, plus on va descendre dans la granulométrie. En fait, vous voyez là, quand on s'éloigne de la zone de courant, on observe plutôt des graviers un peu plus fins, ensuite des sables, et dans les zones convexes, en berge convexe de méandre, où il n'y a pas de courant, on va plutôt observer des zones de dépôt, donc limon-vase. Donc ça, c'est ce qui s'appelle le tri granulométrique latéral. Et enfin, le dernier point qui va pas mal nous intéresser aujourd'hui, ça va être le tri granulométrique vertical. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure en fait. C'est la formation en couche d'armure et sous-couche. Et du coup, les tailles de cailloux ne sont pas les mêmes. On voit sur la photo là, j'ai pris une tarière et en faisant un petit trou, ce qui est entouré du vert, c'est la sous-couche. Donc on voit qu'elle est au même endroit, elle est nettement plus fine que la couche d'armure qui était en surface ici. Et en ce qui concerne ce dernier point, du coup, je vais vous exposer assez rapidement les résultats issus d'un stage. Donc, ça a été un stage en 2019 de Maxime Gabino à la DR de l'OFB. Donc, son nom, il vous dit peut-être quelque chose, parce que maintenant, il est technicien aviaire sur le CM1. Donc, je ne sais pas s'il s'est connecté ou pas à la réunion, mais si c'est le cas, Maxime, il ne faut pas que tu hésites à appeler mes propos, parce que c'est ton étude quand même. Et du coup, ce que je voulais vous montrer, c'était que ce tri granulométrique vertical, là, et du coup, ces agencements en couche d'armure et sous-couche, eh ben, il a pu être vérifié du coup sur une étude sur les cours d'eau de référence sur zone de radier.
en Bretagne. Je précise, c'est important. Pour vous resituer le contexte, pour l'étude de Maxime, je vous ai mis le petit tableau qui resitue un petit peu les variables étudiées, enfin les caractéristiques des bassins et des cours d'eau étudiés pour son étude. Donc en moyenne, les bassins versants faisaient 23 km², donc avec des valeurs assez extrêmes de 3 à 48. La largeur à plein bord, elle faisait en moyenne 5,8 mètres. Ça allait de 2 à 8 mètres et demi. Alors quand on regarde là comme ça peut vous paraître gros, mais en fait, il ne faut pas oublier que ça a été c'est le protocole CARIS qui est utilisé. Et par définition, la largeur à plein bord, c'est vraiment le point d'inflexion en berge où il va y avoir une zone de débordement dans la plaine alluviale. Et en fait, la plupart, nous, en tant que techniciens, on a souvent tendance à sous-estimer cette largeur plein bord. On ne prend pas les bons points. On ne va pas assez loin en berge, en fait. Et du coup, c'est pour ça que 5,8 mètres, ça peut vous paraître beaucoup. Mais en fait, si on utilise le protocole CARIS, on n'est pas loin des valeurs moyennes pour des têtes de bassin versant chez nous. En fait. Troisième point, pour la pente du cours d'eau, la moyenne, elle était de 1,1%. Donc, grosso modo, les valeurs entre 0,4 et 1,8, c'est ce qu'on observe chez nous. Et il a étudié, du coup, 14 stations, et uniquement les radiers sur ces 14 stations. Donc, ça donne déjà un bon petit panel de résultats. Et grosso modo, donc je vous ai mis en vert les principaux résultats qu'on peut tirer de son étude. C'est que là, en moyenne, le matelas alluvial, donc couche d'armure et sous-couche confondues, il fait 34 cm en moyenne, avec une variation de 15 à 60 cm. Donc là, on voit 34 cm, c'est quand même déjà une couche assez conséquente. En ce qui concerne la couche d'armure, elle représente toujours entre 15 à 20% de l'épaisseur totale et elle ne fait jamais plus de 10 cm de hauteur. Et en ce qui concerne la sous-couche, cette sous-couche-là, elle est toujours plus fine que la couche d'armure. Donc, comme on disait tout à l'heure, la théorie a été vérifiée sur le territoire. Et ces granulats, en moyenne, étaient 10 fois plus petits que la couche d'armure. Donc ça, c'est aussi lié à la porosité de la couche d'armure, parce que comme c'est des cailloux un peu plus gros, eh ben, ils vont laisser en fait s'infiltrer et par loi de la gravité descendre les cailloux les plus fins pour pouvoir former aussi cette sous-couche. Et par contre, il y a quelque chose d'important à préciser, c'est que malgré le jeu de données assez important et tous les tests statistiques qu'il a pu essayer de faire, il n'y a eu aucune corrélation qui a été observée entre en gros les tailles des éléments granulaux qu'on retrouve dans les différentes couches et la largeur à plein bord du cours d'eau, la surface du BV, la pente et plein d'autres caractéristiques qu'il a étudiées. Donc en fait, je vous ai mis aujourd'hui, à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment de valeur guide à donner parce qu'il n'y a pas eu de corrélation trouvée avec les caractéristiques du cours d'eau, du BV et les liens avec la taille granulo. Mais par contre, c'est quand même assez intéressant d'avoir ces chiffres-là en tête. Vous n'avez pas de questions, je peux continuer? Ok. Alors du coup, si quelqu'un voulait intervenir, non? Mathieu, moi j'ai peut-être une petite question là. Reviens sur la slide d'avant, s'il te plaît. Alors attends. C'est possible. Celle-là? Voilà, celle-là, ouais. Est-ce que du coup, de ce que tu présentes, donc il y a deux types de matelas alluvial, est-ce que tu préconises qu'on passe à lorsqu'on fait nos Là. restitutions, tu préconises qu'on fasse en gros deux tas de cailloux et qu'on mette d'abord une sous-couche et ensuite une couche d'armure? Alors, déjà, juste Rito, il n'y a pas deux matelas alluviales, il y a deux couches différentes dans le matelas alluvial. Et en fait, ça, si tu veux, t'es pas, comment dire, ça peut s'argumenter, mais tu n'es pas forcément obligé de faire ça pendant les restaurations parce qu'en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que là, les cours d'eau qui ont été étudiés par Maxime, c'est des cours d'eau qui sont dits de référence. Donc en fait, c'est des cours d'eau qui n'ont pas été modifiés depuis des dizaines, des centaines d'années. Et du coup, ce tri granulométrique, là, ces formations en couches et sous-couches, il peut aussi se faire naturellement tout seul. Parce que je te disais, via la porosité de la couche d'armure, les matériaux les plus fins vont descendre, les matériaux les plus costauds de la couche d'armure vont protéger les autres. Donc en fait, dans le cadre de la restauration, ce serait déjà illogique de mettre des gros matériaux dans le fond et des petits matériaux par-dessus, parce que de toute façon, ceux-là, ils partiront.
Mais par contre, tu n'es pas forcément obligé toujours de faire un mélange de matériaux fins et de le recouvrir de couches d'armure. Parce que déjà, cette stratification, elle pourra se faire tout seul. Et deuxièmement, comme on mettait qu'il n'y avait pas du tout de corrélation et de valeur guide à donner, ça va être compliqué d'être vraiment dans le vrai et de restaurer quelque chose de cohérent. Si tu fais ça, tu risques de figer complètement le milieu en ayant mis des gammes peut-être trop grosses, tu vois, ou pas adaptées au cours d'eau. Ouais, d'accord. Ok, je comprends. Ça marche. Après, Et ça peut être des techniques, ça peut être expérimental, hein, tu peux le tester sur différentes zones et puis c'est tout l'intérêt de la restauration et des suivis. Après, tu peux regarder comment ça évolue dans le temps. Yes, merci. Il y a des questions, Mathieu. Je sais pas si tu Oui. vois. Dans le chat ou parce que Ouais, il y a je suis 3 en mains plein levées. écran, je vois pas. Il y a 3 mains levées. Ah bah, Ouais, vas-y, Marc. Et Florent Tortra, c'est pour rajouter, en fait, vu qu'on n'a pas vraiment de corrélation, ce qui serait intéressant, en fait, c'est de regarder la granulométrie en amont-aval pour essayer de retrouver une granulométrie du cours d'eau le plus naturel possible. oui, complètement, Florent. En fait, ça, je vais y venir par la suite. Là, c'était juste vraiment histoire de, comme je fais d'habitude, de présenter quelques résultats issus d'études biblio. Mais après, justement, on va parler de ça. Ok, d'accord, merci. moi, j'avais une question. Oui, vas-y, Marc. C'est Pauline, c'était pour savoir se concentrer que sur les radiés dans le travail là. Il y a une raison particulière ou c'est parce qu'il fallait, fallait faire un tri et... Je sais pas si Maxime est connecté, je veux bien qu'il réponde. Oui, bah du coup, c'est peut-être le bon moment pour que je parle. Je voulais juste Cool. préciser, juste avant de répondre à ta question, Pauline, c'est que l'étude, elle n'a pas été faite sur des têtes de bassin versant. C'est une étude qui a été faite sur des cours d'eau de rang 3 ou plus. Donc voilà, faut tenir compte de ça aussi. Et que même sur ces cours d'eau de rang 3 ou plus, il n'y avait pas toujours cette distinction couche d'armure et sous-couche qui était bien déterminée en fait. C'est pas sur toutes les stations qu'on a pu faire ces mesures. Et ensuite, Ouais, Pardon. Non, c'était sur tes 14 stations que tu as fait les mesures, c'est ça, là, sur les radiers, ce que j'avais vu dans ton... Bah, en fait, en tout, on a bien échantillonné 14 stations avec le protocole entier, mais on n'a pas pu mesurer l'épaisseur du matelas alluvial sur les 14 stations. En fait, ok. il y a des fois où il n'y avait pas de distinction, en fait, il y avait juste une grosse couche d'armure sans tri, en fait. Ah, ok. Bah, si tu regardes le tableau que je t'ai donné, il n'y a pas 14 mesures. En fait, intéressant parce que j'avais pas vu ça dans ton... Il n'y a pas 14 mesures dedans. Mais c'est parce que aussi, on a eu des cours d'eau de rang 3 qui étaient vraiment tout petits et qui, du coup, dans ces cours d'eau-là, en fait, le tri ne s'opérait pas. Ok. Voilà. Et pour la question, pourquoi sur les radiers? Parce qu'a priori, le tri se fait que sur ces faciès d'écoulement-là, en fait. Voilà. Ok, merci. C'est ce que j'avais compris, quoi. Ouais. Super, merci Maxime pour ces précisions, du coup, c'est cool. Du coup, ouais, j'en étais rendu là. Et voilà, ce que je voulais juste préciser, ce qui était intéressant, c'est que du coup, au niveau de comme il y avait des questions un petit peu sur la restauration du matelas alluvial par recharge, pour juste faire le lien avec la séance d'avant, je vous rappelais que peu importe s'il y a un tri granulométrique ou pas dans ce matelas alluvial, ce qui était vraiment important, c'était de reconstituer du coup à minima les zones de radier. Et parce que ces zones de radier-là, ils permettent du coup, comme on avait vu ensemble, d'assurer l'équilibre du profil en long, la diversité des écoulements, les échanges interstitiels et plein d'autres rôles, notamment des rôles clés dans le cycle de vie de plein d'espèces, que ce soit invertébrés ou piscicoles. Et du coup, je vous ai juste rappelé qu'en fait, l'épaisseur moyenne du matelas alluvial, du coup, donc Maxime, comme tu m'as dit, toi, c'est pas forcément sur les têtes de bassin versant, mais il y avait un chiffre qui était intéressant à montrer, c'est qu'en fait, l'étude qu'a réalisée Maxime là, en 2019,
elle a aussi été en partie réalisée dans la région Centre Poitou-Charentes en 2015 par un autre stagiaire qui, son prénom m'échappe, mais son nom de famille, c'était Viron. Et lui, en fait, il était sur des cours d'eau. Je vous ai rappelé en bas, là, dans le tableau, les cours d'eau qu'il a étudiés. Lui, c'était vraiment, pour ça que j'ai mis les têtes de bassin versants, c'était vraiment des cours d'eau beaucoup plus petits. Là, vous voyez, les surfaces de bassin, c'était inférieur à 15 km², les largeurs à plein bord, toujours avec le protocole CARIS, entre 2 et 4 mètres, les pentes inférieures à 1%, et lui, il avait fait 24 stations. Alors pareil, là, du coup, Maxime a mis le doute, je ne sais pas s'il a échantillonné avec ce protocole les 24 stations, mais en tout cas, il avait un bon jeu de données. Tout ça pour observer qu'en moyenne, sur ses radiers, lui, il avait une épaisseur aussi de 34 cm. Donc ça, c'était hyper intéressant parce que ça prouve que peu importe qu'on soit en Bretagne, en Pays de la Loire, région Centre ou Poitou-Charentes, on a des valeurs similaires pour des gammes de cours d'eau à peu près homogènes. On n'est pas non plus sur du grand cours d'eau très large. Donc c'est un chiffre intéressant à avoir en tête et je pense qu'il faut... voilà, c'est intéressant de l'avoir pour éventuellement le garder dans le cadre de préconisation de restauration, notamment en termes de hauteur de recharge du matelas alluvial sur les zones de radier. Et Mathieu, est-ce qu'il y a eu des études comme ça de fait aussi? Parce que là, tu parles beaucoup des zones de radier, mais est-ce qu'il y a aussi la présence de matelas alluvial dans les mouilles ou les fosses? Ouais, alors en fait, si tu veux, c'est pour ça que je ne l'ai pas décrit là, mais en fait, cette personne, Aviron, en 2015, lui, il a étudié les différents, les trois grands faciès, en fait. Tu vois, il y a les radiers ici, l'épaisseur moyenne sur les fosses ici, et sur les plats. Et en fait, parce que du coup, j'ai pas mal lu son rapport, et dans son protocole, en fait, dès que c'était un substrat à part entière, type du sable, des graviers fins, il le mesurait. En fait, dès qu'il y avait de la vase ou du limon, il ne le mesurait pas. Et du coup, sur les fosses où il y avait du limon ou qui était rempli de vase, eh ben, il ne faisait pas la mesure. Et par contre, quand c'était du sable dans les fosses, ou même sur les plats, quand c'était une espèce de mélange de gravier, eh ben, il ne faisait pas, lui, la distinction sous-couche, couche d'armure, mais par contre, il mesurait la hauteur totale du matelas alluvial, en fait. D'accord. C'est pour ça que tu vois, en fait, Ouais. j'aurais dû préciser, mais en rouge, ce sont les moyennes, avec en bleu les écarts types. Et du coup, tu vois, en moyenne, donc il a trouvé comme maxime en fait 34 cm de matelas alluvial sur les radiers. Et sur les fosses qui étaient mesurées, il a trouvé une trentaine de centimètres. Et sur les plats, 35. Donc tu vois, on est quand même assez proche pour avoir étudié 24 stations. Mais après, c'est des valeurs qui sont compliquées à, comment dire, enfin, je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment tirer grand-chose de ces valeurs-là, mis à part que sur certains cours d'eau, tu vois, en dehors des radiers, il y a aussi du matelas alluvial, quoi. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Et t'as pas par contre la disparité en termes de classe granulométrique entre les radiers, les fosses, les plats courants, les plats lentiques? Bah écoute, je te filerai son rapport si tu veux Ouais, regarder, mais là, comme ça, je l'ai pas, non. ouais, ça me plairait bien d'en voir ça, ouais. Bah, je l'ai, je peux te l'envoyer après si tu veux. Merci. Et où est-ce que j'en étais? Oui, voilà. Et du coup, quand on parlait de restauration du coup du matelas alluvial par technique de recharge, je vous rappelais juste ici qu'il y avait on va dire, deux principales méthodes de recharge en granulat. Donc, on avait soit la méthode de recharge en plein. Donc là, c'est la photo de gauche. Quand vous voyez en plein, par définition, c'est quand on va déverser des granulats d'une manière à peu près uniforme dans le lit du cours d'eau, qui va potentiellement recouvrir d'autres matériaux, hein. Des fois, on peut rajouter de l'argile dessous quand le cours d'eau est extrêmement incisé, ou d'autres matériaux. Et ensuite, l'objectif, c'est que le cours d'eau il agence de lui-même les différentes classes granulométriques lors des crues morphogènes et qu'il puisse apporter ou même reprendre la fraction la plus fine issue du transport à l'amont. Donc, quand on met en place cette technique de recharge, il ne faut pas oublier aussi la diversité dans la méthode de recharge. Là, la photo, c'est un peu une photo comment dire, où il y a une recharge homogène sans disparité dans le fond. Et il faut quand même pas oublier d'apporter cette diversité en termes de banquettes, de fosses, de radiers lorsqu'on crée une recharge, pour éviter d'avoir quelque chose de trop homogène par la suite. Et la deuxième technique, c'est la recharge en radier-dôme. Donc, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus parce qu'on en a bien parlé la semaine dernière. Mais juste pour redonner la définition, en fait, là, c'est ce qu'il s'agit
il s'agit de reconstituer la séquence radier-mouille. Et pour ça, on va disposer ponctuellement une recharge en granulat, en fait, de manière à soit renforcer des radiers existants, soit créer des nouveaux radiers pour restaurer l'alternance radier-mouille. Et par contre, un point très important, là, je vous l'ai mis en rouge, pour les deux méthodes, ça c'est vraiment vrai pour les deux méthodes, c'est que dans les deux cas, il faut absolument s'assurer que le cours d'eau il s'écoule bien dans le point bas. Parce que sinon, juste une recharge comme ça pour des cours d'eau qui sont perchés, recalibrés, cette méthode-là ne permettrait pas d'atteindre les objectifs de qualité, quantité d'eau et de biodiversité qu'on a dans nos principaux objectifs de restauration. En fait. Donc ça, c'est vraiment important à avoir en tête. Et quand il s'agit du coup du choix de la méthode de recharge, c'est-à-dire quelle méthode on va établir pour restaurer le matelas alluvial, ça c'est vraiment fonction à la fois des enjeux de la restauration et des caractéristiques du bassin versant. Donc les enjeux, souvent il faut les avoir en tête, qualité d'eau, quantité et biologique, c'est souvent les trois principaux enjeux de nos cours d'eau. Et quand je dis caractéristiques du BV, c'est donc on va essayer d'étudier différents points. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode de recharge. Il faut essayer de vraiment choisir la meilleure en fonction des caractéristiques du cours d'eau à restaurer. Donc, il faut vraiment faire attention à la capacité d'apport en sédiments du bassin versant amont. En fait, vous voyez, de temps en temps, on peut voir, il y a un matelas alluvial qui est vraiment qui peut être parfois présent en berge. Il faut aussi regarder la capacité de transport sédimentaire du cours d'eau. Donc là, est-ce que les berges ont une érodabilité assez forte? Est-ce que les débits sont suffisants pour transporter les matériaux? Donc ça, c'est vraiment deux points différents. Si on peut résumer cette ligne-là, ça va être qu'est-ce qui est présent dans le cours d'eau? Et cette ligne-là, ça va être qu'est-ce qui est disponible en fait en termes de mobilité? Il faut aussi faire attention au régime hydrologique. Donc là, pour les cours d'eau intermittents ou du moins à très 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 faible débit d'étiage, il va falloir être logique dans la gamme de recharge et faire attention aux écoulements interstitiels pour ne pas perdre de l'eau trop vite lors de l'étiage. Donc là, je vous ai mis, on l'a déjà abordé dans le journal Club numéro 2, je vais pas y revenir. Et ce qui est important à avoir en tête aussi, c'est les rapports coûts-bénéfices environnementaux. En fait, il faut faire attention, par exemple, lors de la recharge, que les sources d'approvisionnement ne soient pas trop éloignées, parce que sinon, il peut y avoir un gros coût pour le transport avec un bilan carbone pas terrible. Il faut aussi réfléchir si on va restaurer un gros cours d'eau, par exemple, si on a un super projet, mais un cours d'eau qui va faire 7-8 mètres de largeur à plein bord et qu'on le remet sur 300 mètres, et ben là, on ne va pas ramener 30 cm de matelas alluvial d'une manière homogène partout parce que sinon, ça nous fait des milliers de tonnes à ramener. Et clairement, le rapport coût-bénéfice environnemental, je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment présent dans ce cas-là. Donc, tous ces petits points-là, c'était pour vous dire qu'il n'y a pas une bonne méthode de recharge à adapter. C'est vraiment faites vous-même une petite étude en fait en fonction de vos enjeux et des caractéristiques du bassin. Et normalement, avec ces différents points-là, ils ne sont pas exhaustifs, hein, mais ça peut vous permettre de choisir la méthode qui vous semble la plus adaptée. Et tout à l'heure, il y a du coup Aurélien et Florent qui parlaient un petit peu de la répartition granulométrique à avoir quand on fait une restauration du matelas alluvial. Donc là, du coup, c'est ce qu'on va aborder dans cette diapo-là. Donc d'abord, l'idée, la plupart du temps, du moins quand on restaure le matelas alluvial, l'idée, c'est de ne pas figer le milieu, parce qu'en fait, on essaye de recréer une dynamique naturelle. Rappelez-vous la deuxième diapo que je vous ai présentée au niveau du tri granulométrique longitudinal, vertical et horizontal, latéral, pardon. Il ne faut vraiment pas oublier cette dynamique-là. Donc l'idée, on va essayer de prendre un mélange de granulats qui va être à la fois mobilisable et aussi une partie non mobilisable pour vraiment assurer toutes les fonctions du matelas alluvial. Quand je vous ai mis sauf cas exceptionnel, de temps en temps, on est obligé de figer le milieu. Par exemple, quand je pense à la suppression d'étangs, d'étangs sur cours, on doit parfois figer des gros points durs, des gros radiers lourds à l'aval de ces zones-là pour éviter de l'incision ou dans vos zones de connexion lors de remise dans le Talvec, quand vous reconnectez le nouveau cours d'eau à l'ancien lit qui est très incisé et très profond,
vous devez avoir des radiers lourds, non mobilisables, en fait, bien figés dans le fond du lit pour éviter des érosions régressives ou parfois progressives. Mais c'est vraiment des cas assez exceptionnels. Un deuxième point assez important, c'est qu'il faut faire vraiment attention à la perte du fil d'eau à l'étiage pour les cours d'eau qui sont intermittents ou à très faible débit d'étiage l'été. Si votre répartition granulométrique est trop grossière, l'eau va s'infiltrer à travers les interstices dus à la porosité et vous allez perdre totalement l'écoulement de surface. Donc on peut penser que pour la qualité d'eau ou la quantité, c'est pas spécialement grave, on va dire, mais pour tout ce qui est enjeu biologique, notamment piscicole, invertébrés aquatiques, enfin tout ce qui est lié aux habitats aquatiques, on va tout déconnecter et du coup ça va être extrêmement problématique pour cette biodiversité-là. Et enfin, un point important en fait, c'est le calcul des forces tractrices en fait, c'est ce qui permet de prédire théoriquement la mobilité des sédiments. Donc en fait, par définition, les forces tractrices, c'est des forces qui sont disponibles dans le cours d'eau et ça traduit la capacité de mobilisation des sédiments d'un diamètre précis en fonction du débit de plein bord du cours d'eau. Donc en fait, ça, c'est une notion un peu complexe et aussi, je ne vais pas vous le cacher, compliqué à expliquer derrière son ordinateur. En fait, j'ai déjà vu avec plusieurs d'entre vous. L'idée, ça va être aujourd'hui, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là parce que ça me prendrait trop de temps dans le Journal Club. Le mieux, c'est si on ne l'a pas vu ensemble et que ça vous dit, ce serait de se voir en vrai en fait, et de faire un petit TP sur le calcul des forces tractrices. Donc voilà, pour ceux avec lesquels je ne l'ai pas fait, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. On essaiera de trouver un moment pour faire ça ensemble. Et par contre, quelque chose d'intéressant pour rebondir sur la remarque de Florent, au-delà des forces tractrices, on peut estimer en fait quel granulat ramener sur la restauration si on a une station de référence pas trop loin, ou du moins une station en amont ou en aval qui vous semble pas trop perturbée. Et du coup, ça va être possible grâce au protocole Wallman. En fait, c'est une étude granulométrique que je vais vous présenter ici. En gros, le protocole Wallman, c'est un protocole de répartition granulométrique qui va au sein duquel vous allez devoir mesurer 100 éléments, en fait 100 cailloux. Donc vous allez mesurer le deuxième plus grand axe. Vous allez prendre, donc là, pour resituer, pardon, je ne suis pas clair, on est sur un radier sur une zone de cours d'eau qui vous semble peu perturbée. Vous piochez 100 éléments granulométriques sur ce radier-là. Vous mesurez le deuxième plus grand axe. Donc sur ce schéma, c'est l'axe B, l'axe intermédiaire. Donc en fait, c'est la deuxième plus grande longueur ou la deuxième largeur, comme vous voulez. Et en fait, ensuite, on va regarder donc le pourcentage des tailles de cailloux qui sont présents dans le radier. Et ça, c'est assez facile parce que comme on a pris 100 éléments, et chaque élément mesuré, chaque caillou, il représente 1 centile de ce pourcentage total. Et du coup, comme vous avez 100 éléments, ça vous fait une valeur à 100%. Et en fait, le petit tableau là, c'est un tableau qui est issu d'une courbe de protocole Wallman. Donc en fait, si vous voulez, en axe Y, là, ici en ordonnée, vous avez l'effectif cumulé, donc en pourcentage, c'est les centiles, ce que je vous disais, les 100 cailloux. Et sur l'axe X en abscisse, c'est la taille des particules, donc la taille des cailloux mesurés en millimètres. Et cette lecture-là, donc la courbe rouge, c'est la courbe Wallman. Ce graphique, il se lit très simplement par dy égale x. En fait, ça veut dire que vous avez y% des éléments granulométriques qui sont de taille inférieure à x millimètres. Et ça vous permet vraiment d'avoir une idée de la représentation de la gamme granulométrique dans votre radier échantillonné. Et là, les lectures graphiques, les petites valeurs, les D16, D50, D84, en fait, c'est des chiffres, déjà, si on prend la D50, c'est la plus facile. C'est la médiane. En fait, c'est un diamètre médian. Et souvent, ça va nous donner un comportement moyen des granulats dans le radier. En fait, si vous vous rappelez bien, la médiane et la moyenne, ce n'est pas la même chose. La médiane, c'est une valeur qui est numérique, qui va séparer la moitié supérieure et la moitié inférieure de l'ensemble. Alors que la moyenne, c'est une moyenne arithmétique d'une série de chiffres, en fait. Donc là, on parle bien de médiane dans la D50. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas influencée par les valeurs extrêmes. Et du coup, ça vous donne vraiment la répartition granulométrique. Là, si vous avez D50 égale 80 mm,
ça veut dire qu'il y a la moitié de tous les échantillons des cailloux qui sont inférieurs à 80 mm de largeur. Et donc, la moitié supérieure, elle est au-dessus de 80. Mathieu, Ouais. donc en X, tu mets l'équivalent du segment B, là, sur ton Ouais, c'est caillou ça. à droite. Ok, C'est ça ça, marche. c'est ça, c'est ça. C'est toujours cette deuxième plus grande Ok, largeur-là. ça marche. Merci. Et du coup, maintenant que je vous ai expliqué la médiane, la D50, on va prendre juste D16 et D84. Donc ça, en fait, ces chiffres-là, 16 et 84, ils sont choisis parce qu'en fait, ils font bien ressortir les extrêmes dans les calculs de traitement statistique. Donc ça, c'est vraiment des statisticiens purs et durs qui prennent tout le temps ces valeurs-là. Et pour être plus pragmatique, en gros, dans notre échantillonnage, ça veut dire que ça représente les classes de granulos extrêmes. Donc la D16, elle va caractériser les cailloux les plus petits. Donc si on regarde D16 égale 18 mm, ça veut dire que pour les cailloux les plus petits de notre radier, on va avoir 16% qui sont inférieurs à 18 mm. Ça va nous donner la classe de petits cailloux. À l'inverse, là il y a un bug, elle n'apparaît pas sur le graphique, mais du coup ici c'est la D84. C'est ce qui caractérise les particules les plus grosses. Donc, en moyenne, si la D84 est fait, je ne sais pas moi, 150 mm, ça veut dire que vous avez seulement 16% des éléments qui font plus de 124 mm. Donc ça permet en fait d'avoir un ordre d'idée sur la gamme de granulos à ramener dans le cadre de vos restaurations. Et là, je me suis permis juste à droite de vous rajouter l'échelle granulométrique de Wentworth. C'est celle qui est utilisée pour donner en fait un nom à chaque classe granulométrique. Et comme ça, il n'y a pas de mélange. Quand on parle de gravier fin, gravier grossier, caillou fin, je vous ai remis les valeurs là, comme ça on sait bien de quoi on parle, quoi. Et un point qui est important aussi dans la restauration du matelas alluvial, en plus de ces gammes et de ces gammes granulométriques, c'est la nature de la recharge, et notamment le pH. En fait, en Ille-et-Vilaine, et même je crois en Bretagne, on n'a pas d'arrêté préfectoral cadre en fait, qui indique un taux d'acidité ou un pH à respecter lors d'injection de granulats en fait, dans les milieux aquatiques. Mais par contre, il existe une prescription générale, et cette prescription, elle dit que la nature géologique des granulats, elle doit être identique ou du moins très très proche de la couche alluviale initialement présente dans le secteur. Et ça, c'est important parce qu'en fait, l'incidence du pH, elle est extrêmement forte sur le fonctionnement biologique des cours d'eau. Là, je vous ai pris en fait l'exemple de l'impact du pH sur la diversité en macro-invertébrés aquatiques des cours d'eau vosgiens. Donc, cette étude a été faite dans les Vosges parce qu'il y a un intérêt, c'est qu'il y a des cours d'eau avec des pH très acides qui côtoient des cours d'eau avec des pH neutres. Donc, comme ça, ils ont pu étudier les communautés de macro-invertébrés. Et on voit que les invertébrés les plus sensibles, même extrêmement sensibles, ce sont les éphéméroptères rhéophiles. On les observe seulement dans une gamme de pH entre 6,5 et 7,5. Ça, c'est vraiment exhaustif. En dessous de 6,5, vous n'avez jamais d'éphéméroptères rhéophiles qui apparaissent. Ensuite, la deuxième gamme moyennement sensible, ça va être les trichoptères et les crustacés. On voit grosso modo, ils apparaissent dans des gammes entre 5,5 et 7,5. Et par contre, les plécoptères, c'est un groupe qui est extrêmement tolérant au pH, en fait, parce qu'on les voit dans des pH acides à 3,5, 4, jusqu'à des pH après neutres, voire basiques, à plus de 7,5. Donc ça, c'est important, comme quoi le pH, il est vraiment important pour la diversité en macro-invertébrés, parce que chez nous, grosso modo, on a beaucoup d'éphéméroptères rhéophiles, pardon. Elle rentre pas mal en jeu dans les indices d'IBGN et dans les indices de bon état des eaux. Donc, il faut vraiment faire attention à l'incidence du pH quand vous injectez des granulats dans les cours d'eau, parce que sinon, vous pouvez totalement déstabiliser les communautés de macro-invertébrés en place. Et du coup, ça aura forcément un impact sur toute la chaîne alimentaire, et notamment sur la faune piscicole, en fait. Parce que l'impact de l'acidification pour la faune piscicole, elle a été à la fois démontrée donc, directement, c'est-à-dire que ça engendre, c'est vraiment un facteur de stress pour les poissons, mais aussi indirectement, parce que si on modifie, si on modifie les ressources trophiques,
et ben, du coup, ça va perturber le cycle alimentaire des espèces aquatiques et du coup, ça peut engendrer d'autres facteurs de stress ou limiter leur développement ou voire même à très très forte dose, enfin à très très faible dose pour un pH très acide, ça peut être mortel pour les communautés piscicoles. Et ça, je voulais juste vous rappeler quelque chose, cet aspect-là, il est assez important parce que j'ai discuté avec Yann Trax du service départemental de l'OFB. Et en fait, il me disait qu'il fallait faire attention à une roche qui s'appelait la roche cornéenne en fait, dans les carrières, parce que c'est un pH très acide. Et on sait de nature, vous savez qu'il ne va pas falloir l'utiliser dans la restauration alluviale. Mais par contre, Yann me disait que cette roche-là, elle est souvent utilisée en fait en action d'accompagnement pour créer des cheminements stabilisés dans les milieux naturels. Souvent, les petits parcours piétons qui sont non bétonnés, la roche cornéenne, elle est utilisée parce qu'elle est peu chère et elle a des propriétés de compactage vraiment optimales pour ces petits sentiers-là. Et le service départemental d'Ille-et-Vilaine, là, depuis quelques années, ils ont pu observer que suite à des événements orageux qui pouvaient entraîner un peu de lessivage dans les cours d'eau, eh ben, le pH il a pu descendre à 3,4 et vraiment engendrer de fortes mortalités biologiques dans les cours d'eau. Et ça, c'est dû au ruissellement et au lessivage de ces petits chemins stabilisés au bord des cours d'eau. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment porter attention, ça, il faut l'avoir en tête. Il faut porter attention à la nature des matériaux employés lors d'aménagement, enfin lors de restauration du cours d'eau, mais aussi d'aménagement annexe quand on va faire des petits parcours de valorisation de ces travaux ou de valorisation du paysage. Vraiment avoir en tête qu'il faut éviter les roches cornéennes parce que sinon ça peut vraiment porter atteinte à la biodiversité en place. Donc, écoutez, voilà, j'ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous voulez revenir sur certains points. J'ai essayé d'être assez rapide. Là, ça doit faire une petite quarantaine de minutes pour que tout le monde puisse assister ensuite à la journée technique organisée par l'OFB. Mais si vous avez des questions, il y a un peu de temps. Oui, il y a Flo. Pardon. Vas-y, Florent, je parle. Oui. Oui, c'était pour une petite précision là, sur le protocole Wallman là, pour choisir les 100 éléments granulos. Tu répartis sur la surface, tu carottes. Non, normalement, le protocole Wallman, en fait, imagine si ton radier fait 5 mètres de long. En fait, tu dois diviser ton radier dans la longueur, tu le divises par 10 et tu prends 10 éléments granulométriques sur chaque quadrillage. Donc, en fait, s'il fait 5 mètres de long, tu vas faire des bandes de 50 cm de longueur, en fait. Et dans ces bandes de 50 cm de longueur-là, tu vas échantillonner, en fait, une dizaine d'éléments granulométriques au niveau du courant et aussi en berge, quoi. D'accord. Je ne sais pas si c'est clair. Il faudrait que je te fasse un schéma, en fait, mais... Oh ouais, ok, je vois le principe en tout cas. Ouais. Ouais, en gros, tu vois, genre, ouais, si je prends ma colonne, si ça c'était un radier entier et que tu avais, enfin, si cette largeur-là, là, c'était un cours d'eau, et ben, je segmente mon radier en 10 petits radiers, en fait, et je prends 10 éléments granulométriques dans chaque rectangle là. Ok. Ah ouais, merci. De rien. Ouais, Mathieu, c'est François. Ouais, salut François. Deux petites observations. Quand tu parlais du tri des matériaux là, sur les recharges et des différentes fractions, il y a certains cas aussi où on peut, en amont du tronçon que l'on restaure, aller voir un petit peu la dynamique sédimentaire et estimer si la fraction la plus fine ne peut pas être apportée justement par le cours d'eau lui-même. Ouais. Et n'apporter nous que la fraction la plus grossière en fait. Il y a plusieurs cas d'aménagement où j'ai pu vérifier ça en amenant que le plus grossier, la fraction la plus fine vient ensuite recharger les radiers et ça se comporte après comme un radier naturel. Ouais. Bah ça c'est intéressant et c'est un peu ce que j'essayais de montrer dans le choix de la méthode de recharge là. Quand on parle de la capacité d'apport en sédiment du bassin versant, comme tu dis, regardez si tu as uniquement que des matériaux fins ou aussi des matériaux grossiers disponibles. Ok, excuse-moi, je n'avais pas suivi. Non, t'inquiète, pas de problème. Pas de problème. Et
Et la seconde observation ou remarque, c'est vrai qu'on se focalise souvent donc, sur ce matelas, là, savoir bien le dimensionner. Et souvent, on oublie le sous-matelas, en fait. Je ne sais pas comment m'exprimer. En fait, la couche qui va être imperméable quand on a des tronçons de cours d'eau qui ont été vraiment brutalisés, avec tout le matelas qui a été enlevé, plus une partie de la fraction argileuse en dessous, avec des décennies qui sont passées dessus, d'incisions. Voilà, on se retrouve avec un lit totalement déstructuré. Et pour remonter à la cote voulue pour notre cours d'eau fini, notre fond de lit fini, souvent il est nécessaire d'utiliser une nouvelle fraction argileuse qui va essayer de se rapprocher de la fraction d'origine en fait, avant de poser le matelas solide, quoi. Ouais. Et la difficulté, c'est de trouver justement ces matériaux argileux assez compacts et de retrouver une fonctionnalité optimale, quoi. Ouais, bah ça c'est une remarque vraiment intéressante et tu as eu raison de le préciser parce que je l'ai pas mentionné là, celle-là. Mais c'est vrai que, comme tu dis, lors d'opérations de rectification ou de curage, faut bien avoir en tête que ouais, il n'y a pas que le matelas alluvial qui est parti. Des fois, tu as plusieurs dizaines de centimètres d'argile. Ouais. Enfin là, en Ille-et-Vilaine, j'ai pas vu beaucoup d'actions, voire même très peu. Je crois qu'il y en a qu'une. Ça doit être Nicolas Sourdin sur la Loison-Sunette qui a, on va dire, entre guillemets, osé faire une recharge de radier en rapportant 40 ou 50 cm de hauteur d'argile, puis au-dessus du matelas alluvial, quoi. Ouais, on fait ça de plus en plus, hein, et bon, on pourra aller visiter quelques sites, mais c'est vrai que ça me paraît indispensable dans le fonctionnement du cours d'eau une fois restauré, quoi. Bah, surtout quoi, ça semble pas pertinent du tout si tu ramènes pas d'argile, de restaurer le cours d'eau avec une hauteur de matelas alluvial de 80-90 cm. Là, tu as trop de risques d'écoulement dessus de Voilà, et puis surface, de perte du fil d'eau. Et puis même, c'est pas cohérent avec les études qui ont été réalisées par Maxime Ouviron là, sur les territoires proches, quoi. tu perds ta connectivité, au moins temporairement, avec tes nappes d'accompagnement. Et puis, effectivement, tu as l'effet drain qui peut être très prononcé. Ouais. Quelqu'un d'autre souhaite intervenir, soit des remarques, soit des questions? Et du coup, ça me Ouais, pose Mathieu, c'est question. Richard. Ah, ok. Vas-y, parle. Ouais, pardon. Juste une petite remarque, du coup, sur la fin de ta présentation concernant les roches cornéennes et les échanges que tu as pu avoir avec Yann de l'OFB. Du coup, je m'étais penché sur le sujet à l'époque. Donc, c'était juste pour préciser que, comment dire, toutes les roches cornéennes, en fait, ne sont pas nécessairement acides. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a des carrières. Effectivement, c'est ce qu'on expliquait au début. Effectivement, attention aux roches cornéennes, c'est acide, il ne faut pas faire de recharge. Alors, en fait, je m'étais penché sur le sujet et en fait, il y a quand même des roches cornéennes où il n'y a pas de problème d'acidité. Donc, à ma connaissance, en Ille-et-Vilaine, il y a une carrière où on trouve de la roche cornéenne et avec laquelle il y a des problèmes d'acidité, c'est la carrière de Romagné. Donc, il faut éviter de. Enfin, voilà, il ne faut pas se fournir là-bas pour comment dire, effectuer des travaux de recharge et aller faire des cargaisons de petites, de petites fractions granulométriques. Mais par contre, il y a d'autres carrières où il y a de la roche cornéenne, mais celle-ci n'entraîne pas de problème de pH. Ok. Donc voilà, faire attention. Ok. De toute façon, ouais, quand on est technicien rivière, l'idéal, hein, franchement, c'est de prendre du temps avant les travaux pour aller visiter les carrières. Souvent, ils nous accueillent, hein. Enfin, moi, j'en ai visité plusieurs. Enfin, ça ne les gêne pas que tu ailles voir les matériaux avant de les commander, surtout en gros volume. Et puis, on peut demander les bons de sortie, en fait, genre les fiches de matériaux dans les carrières. Et dedans, ils peuvent donner les pH. Donc, en fait, ça permet vite de se rendre compte si le pH il est adapté au cours d'eau ou s'il est trop acide, quoi. Parce que c'est vrai qu'en fonction des tirs de mine et puis en fonction de où ils prennent dans la carrière, des fois, le pH il peut être un peu différent. Donc c'est quand même intéressant de demander ces taux d'acidité-là à la carrière. Normalement, ils peuvent répondre dans la journée ou dans la semaine, quoi. Donc, ces valeurs, on les a très vite.
Aurélien, tu voulais dire quelque chose? Ouais, ouais, ouais. Et ça me fait penser, moi, dans mes marchés publics, je demande aux entreprises qui me mettent le détail de la carrière, enfin des cailloux provenant des carrières qui vont venir chercher. Et comme ça me permet d'avoir toutes ces infos-là, justement, sur le pH, tout ça. Bref, sinon, je voulais rebondir, c'était sur ce que François expliquait avec les radiers à préformer avant avec de l'argile. Et je me demandais, parce que moi, sur les secteurs que j'ai de référence, c'est souvent des zones boisées par chez moi. Et les tout petits cours d'eau sont souvent, en fait, les radiers qui sont formés sont souvent formés grâce à un amas, on va dire, de bois mort, d'embâcles, de petits embâcles, qui ne créent pas une chute, mais qui vont créer ce phénomène un peu d'accélération du courant. Et je me demandais si dans l'étude de Maxime Galino ou de l'autre étude que tu avais montrée, il y avait eu ces radiers un peu de relevé, parce que donc, tu parles aussi beaucoup de cailloux, mais est-ce qu'il y a d'autres types de radiers qui peuvent être formés? Alors, dans l'étude de Viron, non, c'était vraiment que des radiers. Mais en fait, comme ils suivent pas mal les protocoles de l'OFB, en fait, quand ils disent radier, tu sais, du coup, c'est les faciès qui correspondent à. En fait, je sais plus, mais tu as des liens entre tes vitesses de courant, tes différences de substrat, tes hauteurs d'eau. Et il y a une petite classification de cette Malavoie et Bravard qui te dit que ça, c'est un radier ou ça, c'est un rapide. Ah oui, je vois. Ouais. Et du coup, en tout cas, Viron, il suivait cette étude, enfin, ces caractéristiques-là. Donc, dans tous les cas, lui, c'était des radiers au sens où on l'entend tous, donc avec de la vraie granulat dedans, avec un vrai courant et une hauteur d'eau faible. Après, Maxime, je ne sais pas, peut-être qu'il peut te répondre s'il est encore là. Oui, nous, on avait regardé aussi le bois en rivière, mais c'est vrai que, ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, on travaillait sur des cours d'eau qui étaient supérieurs au rang 3, enfin, rang 3 ou plus. Et du coup, en fait, ces structures-là, ces accélérations à cause du bois mort, en fait, tu les retrouves assez peu sur ces gros cours d'eau là. Tu les retrouves plutôt en tête de bassin, mais nous, on en voyait assez peu finalement. D'accord. Ouais, ouais. Ok, ça marche. Bon, bah merci pour ces infos. Je voudrais que je fasse un peu plus de prospection sur mes cours d'eau de référence pour voir vraiment si en dessous, à la limite du bois mort, j'ai pas potentiellement du granulat d'enfoui. J'ai pas été vérifié non plus que là. Et par la méthode, sinon je pense aussi par la méthode Wallman, vu qu'on travaille sur une étude en fait, enfin tu récupères les cailloux en surface. Si tu as ta stratification avec couche d'armure et sous-couche, est-ce que tu n'as pas un billet aussi là-dessus? Tu vas pas avoir un résultat qui va être à dominance de plus gros cailloux que ce qu'il ne l'est réellement? Si, du coup, c'est ça, en fait, le Wallman, Maxime, tu m'arrêtes si je me trompe, mais dans l'étude des stratifications verticales, en fait, dans les deux études que je t'ai présentées là, ils font des études Wallman, mais pas que superficielles. En fait, tu as un Wallman superficiel de la couche d'armure, et tu as un Wallman aussi souterrain, en gros, mais enfin souterrain, de la sous-couche, du coup, une fois que tu as percé la couche d'armure. Mais par contre, sur le wallman de sous-couche, là, je ne sais pas bien comment il est réalisé sur le terrain. Je pense avec des carottages. Mais comment tu avais fait, toi, Maxime? Ouais, Maxime, ouais, comment tu as fait? En fait, nous, ce qu'on avait fait, c'est on faisait un wallman pour échantillonner la couche d'armure. Ouais. Et après, la sous-couche, en fait, on prélevait une partie de la sous-couche. Là, on voit sur une de tes diapos, on avait des bacs blancs. Là. On prélevait une partie de la sous-couche, on la mettait là-dedans. Et on prenait une photo avec une règle graduée au-dessus. Et en fait, moi, après, avec un logiciel de mesure sur ordinateur, je me faisais un petit peu chier à faire ça. Mais je mesurais 100 éléments en fait, de granulométrie de la sous-couche qui était disponible à faire. Je le faisais au hasard. Quoi. Je faisais pareil, un peu des transecs, mais dans ma boîte blanche. C'est comme ça qu'on a échantillonné les sous-couches. D'accord. Et comment tu récupérais du coup ta sous-couche? Tu grattais comme ça à la main ou tu avais une tarière, quelque chose, et tu allais à 30 cm de profondeur? Alors, en fait, c'était pour mesurer l'épaisseur du matelas alluvial. On avait un fer à béton qu'on enfonçait à la masse dans le radier. Donc ça, c'était vraiment pour faire la mesure de l'épaisseur. Après, pour aller échantillonner la sous-couche, on enlevait juste les quelques blocs qu'il y avait au-dessus. Au final, souvent, tu as
tu as 1 à 2 épaisseurs de cailloux dans ta couche d'armure, et après, directement en dessous, tu as la sous-couche, en fait. D'accord, ok. Ouais. Cool. Merci pour toutes ces réponses. Eh ben, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une dernière question ou remarque, sinon on va clôturer. Ok, bah écoutez, je considère que c'est bon pour tout le monde. Bah, comme ça, je vais pouvoir vous laisser. Là, il est 9h55, vous allez pile pouvoir commencer à suivre